Cette présentation, c'est pour l'utilisation de la progestérone dans les préventions de fausses couches. C'est un produit qu'on utilise assez fréquemment, qu'on utilisait, qu'on utilise et qu'on utilisera probablement assez fréquemment. Et c'est juste pour faire Excusez-moi, le point. professeur. Rapprochez-vous un peu du micro. Il me semble qu'on vous entend un peu loin. Alors là, c'est encore mieux. Est-ce que c'est mieux? Encore mieux. Beaucoup mieux, Voilà. merci. Très bien. Donc, c'est sur l'utilisation de la progestérone dans les fausses couches. On va essayer de cerner un peu la place qu'a la progestérone dans le traitement de cette pathologie. Donc, tout d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt à ce niveau-là. Alors, les problèmes de fausses couches, des grossesses arrêtées, c'est des émotions qui sont assez fortes, assez puissantes, assez tristes également, qui ont été représentées beaucoup dans l'art, mais qui sont également représentées dans les dessins, qui sont également présents dans les tabloïds. Ça revient tout le temps. C'est quelque chose que beaucoup de femmes ont du mal à oublier et elles n'oublient jamais en fait. Donc, il y a toujours une recherche d'un traitement possible. Et nous, on sait que parfois, c'est difficile d'assurer aux gens qu'on a un médicament qui est efficace pour prévenir leur fausse couche. Donc, je vais juste mettre un truc clinique assez fréquemment. Donc, une dame qui a 5 semaines, qui vient avec saignement, avec douleur, il n'y a pas d'activité cardiaque décelée, mais la longueur crânio-caudale est de 2,8 mm et on voit la vésicule vitelline. Donc, c'est un saignement qui est présent. Qu'est-ce qu'on va donner à cette dame? Eh bien, on a plusieurs choix possibles. Quel est le meilleur choix pour vous? Il y a le repos au lit, il y a le HCG qu'on peut donner, il y a la progestérone, le support psychologique, l'aspirine pour certains. Donc, en demandant à beaucoup de médecins, je suis pratiquement sûr que c'est la progestérone qui va tenir la tête dans ceci. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que toutes ces méthodes ont leur place dans la prévention des fausses couches? On va essayer à travers une lecture de la littérature et surtout de la littérature de l'evidence-based medicine, de la médecine basée sur l'évidence, de répondre à ces questions-là et surtout de voir l'évolution des réponses que la médecine basée sur l'évidence a données au fur et à mesure du temps. Donc, on commence tout d'abord par le repos au lit. Est-ce que c'est vraiment efficace? Donc, il y a eu seulement 2 études avec 84 patientes et qui montrent qu'il n'y a pas vraiment de différence significative. Donc, la chose qu'on prescrit assez fréquemment, c'est-à-dire de se reposer à la maison, en fait, elle ne porte pas beaucoup d'impact sur les chances de ne pas avoir de fausses couches. Pour la bêta-HCG en injection, il y a eu 3 études et également pas de différence significative. Donc, les traitements à base d'HCG injectables ont été relativement abandonnés au fil du temps, au profit de la progestérone également. Est-ce que le fait de donner de l'aspirine est bénéfique pour prévenir les fausses couches chez les patients qui ont des grossesses avec des pertes récurrentes mais sans avoir de syndrome d'antiphospholipides. Alors, dans cette catégorie-là, il n'y a pas de bénéfice réel pour l'aspirine. Donc, l'utilisation de routine, type prenez de l'aspirine en prévention, n'est pas vraiment de mise quand on n'a pas de syndrome antiphospholipides, encore une fois. Donc, il s'agit d'aller faire des études progestérone versus placebo. Et là, bien sûr, on se heurte à beaucoup de problèmes éthiques. Est-ce qu'on a le droit de ne pas donner de traitement à quelqu'un? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'études dans la littérature qui sont randomisées entre placebo et progestérone dans les cas où on a un saignement du premier trimestre. Donc, il y a peu d'études. Il y a également l'histoire du type de traitement. Est-ce qu'on peut donner par voie IV, par voie intramusculaire ou bien par voie vaginale ou par voie orale? Quelle est la dose? Quelle est la durée du traitement? Tout ceci, c'est des questions qui reviennent avec pas beaucoup de réponses quand on regarde la littérature réellement. Donc, notre première réponse, c'est quelque chose qu'on a appris en médecine quand on était tout jeune, c'est primum non nocere. Tout d'abord, il ne faut pas faire du mal. Est-ce que le traitement progestatif qu'on va donner va faire du mal à la mère ou bien au bébé? Eh bien, quand on regarde la littérature, on est surpris qu'il y a quelques études qui nous parlent soit du manque d'efficacité, soit également d'un effet, entre guillemets, nocif, qui n'a pas été prouvé plus tard, mais qui a été reporté dans la littérature. Ça, c'est un exemple pour l'injection de 17-hydroxyprogestérone, 17-alpha-hydroxyprogestérone. Une autre étude qui nous montre que ça pouvait augmenter le risque de diabète gestationnel. Ça n'a plus été vu par la suite, mais ça a été publié en 2007 dans un journal qui est extrêmement respectable.
Et puis dans un autre journal également en 2009 sur l'intolérance au glucose. Donc, il y a une sorte de point à clarifier là-dessus pour la 17-hydroxyprogestérone. Une autre étude, c'est sur les risques de la perte au deuxième trimestre et de problèmes de détresse respiratoire chez le nouveau-né. Également, on a identifié pour ces injections musculaires, on a émis un signal de sécurité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut investiguer un peu plus, mais ça a été publié en 2012 et depuis, on n'a pas eu de problème qui a été reporté par la suite. Et ça, c'est un papier qui est sorti en 2015, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et là, c'est la dihydrogestérone orale que nous, on donne assez fréquemment, en fait, pour les femmes enceintes au premier trimestre. Et ça a été publié dans Pédiatre et Cardiologie et ça nous parle de problèmes de cardiopathie fétale chez les mamans qui ont eu de la dihydrogestérone durant le premier trimestre. Donc, les chiffres sont parlants. Il y a une différence qui est nettement significative pour la dihydrogestérone. Et là, ça a fait couler beaucoup d'encre. On a fait beaucoup de critiques à cette étude-là. C'est une étude qui est bien menée, mais on n'a pas eu également d'études similaires qui ont montré ce type de risque associé. Donc, déjà, il y a ces petits signaux de sécurité qui sortent de temps en temps et qui nous disent « faites attention ». Ce n'est pas exactement le médicament qui est à 100% sécuritaire que nous, on croit. Il faut avouer que depuis cette étude qui a fait beaucoup de vagues, on n'a pas eu d'étude qui a conforté ces conclusions-là. Et donc, on reste juste sur une seule étude qui nous montre ce risque de cardiopathie. Donc, ce qui m'amène, en fait, après le risque des progestatifs, de voir leur efficacité en tant que telle. Et donc, je vais juste déployer un peu ce qui a été publié dans la base de données Cochrane et donc qui résume la médecine basée sur l'évidence. La première revue là-dessus a été publiée en 2011, très spécifiquement en mars 2011. Vous allez voir pourquoi. Et dans la base de données Cochrane, on a évalué juste les études qui sont randomisées pour essayer de voir si on a vraiment une différence avec les progestatifs ou pas. Donc, il y avait juste 2 études qui ont été reportées. Donc, vous voyez combien ces études sont de faible nombre. Et basées sur ces études qui se basent essentiellement sur la progestérone vaginale, l'auteur qui est Wahabi a estimé qu'il n'y avait pas de différence, pas de bénéfice pour la progestérone vaginale comme traitement d'une fausse couche. Donc, ça ne change en rien le risque d'avoir ou de ne pas avoir de fausse couche. Et puis, juste après, toujours le même Wahabi, en décembre 2011 cette fois-ci, là, il nous donne 4 études. Il a regroupé au lieu des 2, 4 études. Et là, il a montré qu'il y avait une diminution du risque de fausse couche, mais essentiellement dans les cas où on traitait de façon orale et non pas vaginale les femmes enceintes qui se présentaient avec un risque de fausse couche. Donc, c'était en faveur d'un traitement oral et non plus vaginal. Et bon, c'est toujours le même auteur qui nous parle. Donc, je passe assez rapidement. Donc, quand on voit ces types de forest plot, on voit que c'est essentiellement dans les traitements oraux qu'on a cette différence qui est significative, alors que dans les traitements vaginaux, la différence est là, elle est en faveur de la progestérone, mais vous voyez qu'elle touche la ligne 1, c'est-à-dire qu'elle n'est pas significative. Donc, la conclusion, c'est que oui, ça a amélioré le risque de fausse couche, mais que ce n'était pas le traitement vaginal qui était efficace, mais le traitement oral. Vous voyez également que le nombre de patientes est assez faible, ce qui a amené en fait à adopter avec une certaine prudence ces conclusions de Wahabi. Donc, est-ce qu'il y a une catégorie qui est à part? Est-ce que les gens qui ont des fausses couches à répétition, est-ce qu'ils ont un bénéfice plus que les autres? C'est un problème parce que ce type de patientes sont différentes, quelque part différentes. C'est des gens qui ont eu 1, 2 ou 3 fausses couches et il y a un sentiment d'impuissance chez la patiente, mais également chez le médecin parfois. Et il a besoin de faire quelque chose.
c'est-à-dire une patiente qui a un léger saignement, est-ce qu'on ne fait rien ou bien est-ce qu'il faut donner? Donc, cette base de données, Cochrane a essayé de revoir un peu les cas de prévention de fausses couches. On va aller les voir assez rapidement, mais voilà. Donc ça, c'est en 2019, c'est la progestérone pour prévenir les gens qui ont des fausses couches sans avoir un diagnostic bien net. C'est-à-dire sans avoir de thrombophilie ou bien sans avoir de cause réellement traitable. Alors, on a eu 10 essais en comparant ces patientes avec des fausses couches récurrentes. Et donc, ça a permis de faire baisser le risque de fausse couche de 27% à 20%. Et le risque relatif a été diminué. Donc, il y a un certain bénéfice dans cette catégorie-là. Alors, est-ce que c'est significatif? Comme vous voyez, l'intervalle de confiance, il est de 0,54 à 1. Donc, c'est vraiment à la limite de la significativité. Donc, il semble y avoir un certain bénéfice dans ce sous-groupe de patientes qui ont des fausses couches à répétition, pour lequel on pouvait dire que c'était une bonne idée d'aller prescrire. Il y a eu 2 études, juste, il faut les citer parce qu'elles ont eu leur place en fait dans les publications. La première, c'est le PROMISE Trial et la deuxième, c'est le PRISM Trial. Et donc, la première, c'est une étude qui est multicentrique en double aveugle, placebo-contrôle, randomisé. Donc, c'est le type d'étude qu'on aime, qui nous aide à prendre des conclusions en tant que telles. Donc, cette étude a évalué des doses assez importantes de progestérone vaginale, donc 400 mg 2 fois par jour. Et cette étude a été publiée en 2015. Donc, chez cette dame, on n'a pas eu un taux qui est extrêmement un bénéfice qui est extrêmement important. On va voir les graphes par la suite. Et toujours le même Kumasarami, il a également publié là-dessus. Je vais juste voir les graphes parce que c'est un peu plus explicite. Donc, toujours la même personne a publié une étude randomisée contrôlée, qu'on appelle le PRISM, et qui a identifié la progestérone comme prévention de fausses couches chez les gens qui ont un saignement. Pour le premier, c'était les gens qui avaient des fausses couches à répétition, mais qui n'avaient pas de saignement. Et là également, c'est 400 mg jusqu'à 16 semaines, 400 mg par jour de progestérone. Et dans le prisme, donc chez les gens qui avaient des saignements de premier trimestre, l'augmentation de fausses couches, l'augmentation de grossesses qui sont menées à terme était de 3,5%. Donc, on a amélioré le taux de grossesse vivante dans cette étude-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait avoir un NNT de 29, c'est-à-dire qu'il fallait traiter 29 personnes pour aboutir à une seule grossesse qu'on pouvait améliorer avec ce traitement progestatif. Donc, vous allez me dire que c'est un bénéfice, oui, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui vont prendre un traitement pour rien. Donc, quand on voit le forest plot du prisme, ça, c'est les gens qui ont un saignement au cours du premier trimestre. Quand on essaie de stratifier un peu entre les gens qui n'ont pas eu de fausse couche précédemment, entre les gens qui ont une seule fausse couche et les gens qui ont eu plus que 3 fausses couches, on voit qu'il y a la différence qui est ici. Hein? Donc, ce qui est en faveur du progestatif, c'est essentiellement le sous-groupe des gens qui avaient dans leur antécédent des fausses couches à répétition, plus que 3 fausses couches à répétition. Et là, on voit également ceci, c'est quand on a 0 fausse couche, 1 à 2 et plus que 3, et le total de toute l'étude. Quand on voit que toute l'étude elle est à la limite de la significativité, donc la réponse de l'auteur, c'est peut-être qu'il y a un effet qui est légèrement en faveur de la progestérone. Ce qui fait pencher la balance en faveur du traitement, c'est les antécédents. Quand on a des antécédents de fausses couches, c'est là peut-être que c'est intéressant d'aller traiter. Donc, quand on met ces études, le PROMISE qui a été publié en 2015 et le PRISM qui a été publié en 2019, quand on voit le total de ces patientes,
Donc ça, c'est l'étude de 2015, ça, c'est l'étude de 2019. On voit que c'est en faveur de progestérone quand on additionne les deux, mais il faut dire qu'on est toujours limité par la significativité de ce test. Donc, on est à la limite statistique pour pouvoir dire si c'est vraiment efficace ou pas. Donc, en 2021, c'est juste pour vous montrer l'évolution des choses, on a regroupé toutes les études qui sont randomisées avec soit randomisé traitement contre placebo ou bien avec des bras différents selon qu'on utilisait la progestérone vaginale ou la progestérone qui est à base de traitement oral ou de voie intramusculaire. Donc, je ne voudrais pas aller beaucoup dans les chiffres, mais c'est juste pour résumer les choses et juste pour vous dire que c'est encore une fois les patientes avec des antécédents de plusieurs fausses couches et des saignements de premier trimestre qui semblent être les plus aptes à bénéficier. Excusez-nous, professeur Kassalawani, on est tenu par respecter le timing, on l'a dépassé à peu près 2 minutes. Donc, je vous prierai un petit peu de conclure et de passer à notre présentation, s'il vous plaît. Merci. Excellent. Donc, juste pour aller très, très vite, donc, juste pour résumer la conclusion des auteurs, donc, il y a un effet justement chez les gens qui ont des fausses couches à répétition et avec un saignement du premier trimestre. Et c'est justement ces gens auxquels il faut penser quand on va donner un traitement progestatif. Donc, je vous remercie. Je m'excuse pour dépasser la durée. Et je m'excuse un peu parce qu'il y a beaucoup de chiffres là-dessus. Et c'est un peu sec comme sujet. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez polémique et c'est notre quotidien aux urgences, dans la vraie vie. Les patientes sont désespérées et on ne sait plus trop quoi leur dire. Donc, c'est utile de faire la revue de la littérature, même si malheureusement, celle-ci ne montre pas de résultats finalement si importants que ça pour l'utilisation de la progestérone. Merci beaucoup.